Je vous upload cette vidéo car j'avais oublié de flouter certaines images et YouTube me l'a supprimée. Donc merci à vous de la partager au maximum, de la commenter et de la liker. Sur ce, bonne vidéo. Aujourd'hui, ce qui est bien avec Internet, c'est qu'on a juste à taper un mot-clé dans un moteur de recherche et le résultat sort. Mais il faut se dire que cette mine d'or d'informations cache de véritables choses bizarres, paranormales ou voire d'horreur à la portée de tous. Mais quand on est jeune et que l'on tombe sur ce genre de contenu, qu'y croire? Parce que tout n'est pas réel sur Internet. Et les enfants ne feront pas forcément les recherches nécessaires pour démêler le vrai du faux. Alors que nous, adultes, non. Ouais, pas tous. Bonjour, regardons 10 photos qui sont vraiment étranges, voire bizarres, et leur histoire. Cette photo date de 1938. On y voit clairement une femme tenir un téléphone portable. D'ailleurs, voici la source vidéo. Impressionnant, non? Est-ce une preuve d'une voyageuse dans le temps qui aurait été filmée? Du moins, c'est ce qu'affirment certaines théories sur internet, mais rien ne peut vraiment le prouver. Cependant, un internaute qui a vu la vidéo et qui affirme reconnaître sa grand-mère du nom de Gertrude Jones. Selon lui, elle serait une bêta-testeuse d'un prototype mis au point pour une entreprise de télécommunications dans la ville de Leominster, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Voilà ce qu'il dit. La dame sur la photo est ma grand-mère, Gertrude Jones. Elle avait 17 ans et elle m'a dit qu'elle se souvient bien de ce moment. Le département de communication testait les téléphones et Gertrude faisait partie des 6 femmes à qui l'on avait demandé d'en essayer un pendant une semaine. D'ailleurs, on peut la voir s'adresser à un des scientifiques qui lui aussi tient un appareil. Remontons le temps grâce à ma time machine Google. D'après Google, le premier téléphone cellulaire qui était le Motorola Dynatac 8000X a été commercialisé en 1983. Mec, tu l'as fumé où ta grand-mère là? Allô? Mamie? Allô? Pas de réseau dans cette époque. Un autre utilisateur de YouTube a indiqué qu'il connaissait une personne qui avait travaillé dans l'entreprise et qu'il allait se renseigner auprès d'elle. Bonne nouvelle. Au moins peut-être qu'elle a les pieds sur terre. Depuis, plus de nouvelles de la soi-disant personne qui avait reconnu sa grand-mère et on ne sait pas si l'autre user a demandé à la personne concernée. Ce qui est sûr pour moi, c'est qu'on est en 1938, les femmes portaient souvent des bérets ou des petits chapeaux comme ça. À mon avis, j'ai lu ça sur Reddit ou je sais plus où je l'ai lu. Je suis d'accord avec la personne qui a écrit le post. C'est son petit chapeau, son petit béret qu'elle tient à la main. Sans problème. Bon, sur cette photo, je vous laisse 5 secondes pour trouver l'anomalie. C'est bon? Vous l'avez trouvé? Il y a 7 ans, un user de Reddit poste cette photo avec le titre Can someone explain this mystery some photo? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la première photo où on voit une main inconnue derrière une autre personne. Mais j'ai ma petite théorie sur le sujet. Je pense qu'il y a un 5e enfant caché derrière le groupe. On a tous vu passer ce tableau du maestro Del Tondo Miller. Vecchio, Palazzo Vecchio. Ce tableau est exposé au Palazzo Vecchio qui se trouve à Florence en Italie et qui est à la fois un hôtel de ville et un musée. Quand on regarde sur internet, on peut dire qu'il a été attribué à plein d'artistes de la Renaissance. Mais je vous donne le nom de l'artiste qui est sur le site officiel de l'hôtel de ville. Donc, si on regarde de plus près, dans le coin droit du tableau, on peut voir ceci. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'on voit tous la même chose. Une putain de soucoupe volante dans un tableau qui a été peint vers 1510. Sérieux. Et après on vient nous dire qu'ils n'existent pas. Les gars ils les voyaient déjà en 1510, ils les peignaient même. D'ailleurs, le tableau prend le surnom de la Madonna dell'UFO. On peut essayer de le faire avec l'accent italien? D'ailleurs, le tableau prend le surnom de la Madonna dell'UFO. Bon, il y a 2 théories sur le sujet. Pour les historiens, l'objet est un ange apparaissant comme un nuage, et il est vrai de ce que j'ai lu qu'il était fréquent à l'époque de peindre des nuages avec des orbes lumineuses ou des anges dans le ciel. Pour les ufologues, ils considèrent ce tableau comme une indication que des observations ont eu lieu à la Renaissance. Et vous êtes plutôt team historien ou ufologue? Sincèrement, je pense qu'à lui seul on pourrait faire de ce tableau une vidéo complète. En 1925, 2 marins sont tragiquement morts sur le pétrolier SS Waterton, James Courtney et Michael Meehan. Ces 2 marins ont été tués par suffocation accidentelle et enterrés en mer près du canal de Panama. Après leur enterrement, l'équipage du bateau vont prétendre voir le visage des hommes flotter sur le côté du navire pendant des jours. Voilà la photo. Blake Smith, qui tient un podcast, s'intéresse aux histoires paranormales depuis son plus jeune âge. Mais il a voulu en savoir plus sur cette affaire qui l'a marqué dans son enfance. Un de ses buts était de retrouver la photo originale non recadrée pour vérifier la véracité de celle-ci, et on peut dire que le gars a bien fait sa job. Je vous mets en description sa page d'article où il raconte ses recherches et plus encore.
Le 23 mai 1964, Jim Stapleton prend 3 photos de sa fille de 5 ans, Elizabeth, lors d'une journée en balade sur Burf Marsh, qui se situe proche de Burf by Sands, dans les hauteurs de Solway Firth, à Cumberland, en Angleterre. Et vous foutez pas de ma gueule de mon accent anglais, ça fait 15 fois que je la répète. Et si je l'ai mal dit, c'est pas grave. Et quand il fait développer les clichés par Kodak, voilà ce qu'il voit. On y voit une personne de dos, avec un genre de combinaison d'astronaute. Jim fera authentifier la photo par les analystes, qui confirmeront son authentification. Il déclarera dans une lettre au Daily Mail que les seules autres personnes présentes dans les marais ce jour-là, en plus de sa femme et sa fille, étaient 2 vieilles femmes assises dans une voiture à l'extrémité du marais. Et il insiste bien sur le fait qu'il n'a vu personne dans son viseur au moment de la prise de la photo. On pourrait arrêter l'histoire ici, mais je trouve la suite pas mal intéressante. Il montre la photo à la police locale, qui vont juste lui dire qu'il n'y a rien d'anormal dans sa photo. Il déclare qu'après la publication de la photographie, il a reçu la visite de 2 hommes qui disent appartenir au gouvernement. Jim reste quand même sur ses gardes et demande à voir une preuve. Évidemment, ils refusent de montrer leur pièce d'identité et lui répondent qu'ils étaient identifiés uniquement par un numéro. Ça vous rappelle personne. Mais in black les gars, Jim va quand même les croire et les amener sur le site où les photos ont été prises, en leur expliquant qu'il n'avait pas vu la silhouette à ce moment-là. Ce, d'ailleurs, qu'il a toujours déclaré. Les hommes se sont mis en colère et sont partis en voiture laissant Jim rentrer chez lui à pied. Les bâtards. Allez, rentre chez toi, tocard. Il dira au vu de leur réaction que ce n'étaient sûrement pas des personnes du gouvernement. Ce que je pense aussi. En 1996, la fille de Jim, alors devenue adulte, est interviewée dans un journal écossais. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec des gens comme vous, mais j'étais très jeune et je ne me souviens pas de grand chose. Je pense que c'était quelqu'un d'une autre planète. C'est assez égoïste de notre part de penser que nous sommes la seule forme de vie intelligente. Pour vous, est-ce une personne d'une autre planète, un voyageur temporel, ou alors cette dernière théorie? Le journaliste David Clark a proposé une explication à l'anomalie de la photographie dans une interview à la BBC en 2014. Il conclut qu'il s'agissait de l'épouse du photographe qui était de dos à l'appareil photo, reconnaissable à sa robe bleue apparaissant blanche en raison de la surexposition. Une étrange photo qui restera, à mon avis, très mystérieuse. L'histoire de cette photo raconte que la famille Cooper a acheté une vieille maison au Texas dans les années 50. Le père prend donc une photo pour immortaliser la première soirée dans leur nouvelle maison. Jusque-là, rien d'anormal, il y a la mère de famille, la grand-mère et les 2 enfants. Mais quand le père fait développer la photo, voilà ce qu'il voit. Je pense que si vous aimez le paranormal, vous y êtes déjà tombé dessus. Mais connaissez-vous l'autre version de l'histoire, que d'ailleurs je trouve plus plausible? En 2015, une personne se manifeste sur internet et prétend être un des 2 garçons. Le nom de famille ne serait pas Cooper, mais Cooper, ce qui explique pourquoi la famille n'a pas été retrouvée avant. Robert Cooper dit que sa mère avait pour habitude de se débarrasser des clichés qu'elle n'aimait pas et que ce dernier serait tombé entre les mains d'un plaisantin. Donc la photo serait un foutu montage. Vu que certains articles disent que la première parution de la photo est de 2009, pourquoi pas? Dans le comté de Jefferson à Louisville, au Kentucky, au début des années 1900, il y a eu une grave épidémie de tuberculose. Le Waverly Hills fut construit pour contrer la progression de l'épidémie, mais avec une capacité pouvant accueillir 140 patients. Et alors que l'épidémie de tuberculose prenait de l'ampleur, il a été décidé de construire un nouveau bâtiment plus grand, d'une capacité de 400 patients. Cet établissement va ouvrir ses portes le 17 octobre 1926 et fermera en juin 1961, pour rouvrir en 1962 et deviendra un hôpital gériatrique, mais fermera de nouveau 19 ans plus tard, soit en 1981, en raison de la maltraitance des patients. Certains estiment qu'environ 63 000 patients sont décédés entre ces années d'activité. C'est pas rien quand même. Information qui reste à confirmer, mais ce qui est sûr, c'est que les personnes décédées à cette époque transitaient dans un tunnel sous l'hôpital appelé Death Tunnel. Bon, faisons un bond dans le temps. Le 10 septembre 2006, Tom Halstead, lors d'une enquête paranormale nocturne menée par le collectif Missouri Paranormal Research, prendra cette photo. On y voit une femme vêtue d'une robe blanche se tenir debout devant une porte. La femme sur la photo serait Mary Lee, d'après une vieille photographie qui a été retrouvée sur les lieux et qui était signée au dos Love Mary Lee. Il se dit plusieurs versions suite à son décès. Une grossesse non désirée issue d'une relation avec le directeur ou un médecin de l'hôpital, ou la cause de la contraction de la tuberculose. Mais au final, l'issue est la même, elle se serait pendue dans la chambre 502. Tom Halstead nous a quittés en 2013 et il était le membre fondateur de Paranormal Task Force et photographe reconnu dans le paranormal. Alors, véritable photo ou projet monté de toutes pièces? On se dirige en Amérique du Nord, au Mexique plus précisément, dans un cimetière où l'on peut voir une poupée de vampire bébé avec un biberon de sang posé sur le côté. Regardez. Il y a une vidéo qui tourne aussi, car les yeux de la poupée donnent l'impression d'un suivi assez flippant. Ouais, vraiment flippant même.
Les Mexicains l'appellent la poupée du diable et ne savent pas qui l'a déposée ni pourquoi. D'après mes recherches, il existe beaucoup de poupées diaboliques et effrayantes au Mexique. Il y a même une île aux poupées. Se serait-elle échappée ? Tara Calico, âgée de 19 ans, est une étudiante en faculté de psychologie de l'Université du Nouveau-Mexique. Le 20 septembre 1988, Tara part faire une balade à vélo vers 9h30 du matin et emprunte celui de sa mère vu que sur le sien, l'un des pneus était à plat. D'habitude, Patty, la mère de famille, accompagne sa fille pour les balades à vélo. Mais depuis quelque temps, elle était plus réticente depuis qu'elle s'était sentie suivie par un automobiliste. Vu qu'il était conclu que Tara rentre avant midi et qu'à 12h05 elle n'était toujours pas rentrée, Patty décide d'aller chercher sa fille sur le long de la nationale 47. Mais Tara reste introuvable. Après plusieurs allers-retours, elle fait un détour par l'hôpital afin de vérifier que Tara ne s'y trouve pas. Mais non, elle n'est pas là. Elle retourne chez elle afin de téléphoner aux amis de Tara, savoir si toutefois quelqu'un l'a vue. Mais ça ne donne rien. Après avoir épuisé toutes les possibilités de la retrouver par elle-même, elle se décide à contacter la police du comté de Valencia. Le lendemain, la police découvre des traces de roues de vélo sur la bordure droite de la nationale. Ils remarquent aussi des traces de pas, trouvent une cassette audio du groupe Boston et la vitre d'un Walkman de marque Sony. Patty les identifiera comme appartenir tous deux à Tara. La police trouvera aussi des canettes de bière de la marque Milwaukee's Best. La police passe au peigne fin sur plusieurs jours la zone, sans grand succès. Des individus qui traînaient non loin des lieux furent interrogés, mais leurs différents alibis étaient plus que solides, et donc la police n'avait pas d'autre choix que de les relâcher. Après avoir retrouvé les restes du Walkman de Tara non loin d'un terrain de camping, la police arrête les recherches pour se concentrer sur des collectes de témoignages. Mais les recherches ne s'arrêtèrent pas pour autant, car la famille, camarades de classe et amis de Tara, ainsi que certains bénévoles, continuaient à quadriller la zone. Que ce soit à pied, à cheval, en véhicule ou même en avion privé, ils n'ont jamais trouvé le moindre indice qui aurait pu les mettre sur la trace de Tara. Plusieurs témoignages assez précis ont été donnés à la police, notamment celui d'un véhicule blanc de la marque Ford, de type camper shell, avec des enjoliveurs chromés, d'épais pneus et les lettres Ford écrites en lettres rouges brillantes. La police reçoit de plus en plus d'appels, mais rien de bien concret. Le 15 juin 1989, cette photo Polaroid est retrouvée sur le parking d'une supérette à Port St. Joe en Floride. La personne déclare aux policiers l'avoir ramassée après s'être garée sur une place de stationnement laissée libre par une fourgonnette Toyota blanche sans fenêtre. Je n'ai pas choisi cette photo au hasard car il ne donne pas le modèle du Toyota dans l'article. Mais à mon avis, ça devait être un Toyota Cargo Van. Regardez la poignée de la porte coulissante. Je trouve quand même que c'est pas mal pareil. Le témoin décrit le conducteur, un homme dans la trentaine avec une moustache. La police met en place des barrages routiers afin d'intercepter le véhicule. Mais ça n'aboutira à rien. La photo fut examinée par des techniciens de chez Polaroid et ils seront sans appel et diront que la photo a été très récente car le type de film utilisé n'a pas été commercialisé avant mai 1989. Patty reconnaît sa fille sur la photo grâce à une cicatrice que Tara a sur la jambe suite à un accident de voiture. Scotland Yard analyse la photo et en conclut que la jeune femme est bien Tara Calico. Mais une seconde analyse du laboratoire national de Los Alamos contredira les inspecteurs britanniques. Et celle qui était entreprise par le FBI ne fut pas concluante. Malgré une certaine ressemblance, la forme des sourcils et la forme du nez par rapport aux yeux étaient différentes. Mais il n'était pas exclu que le stress à de longs mois de captivité aurait pu modifier les traits de son visage. Je vous passe pas mal de détails, sinon la vidéo va faire 3 heures. Mais sachez que Tara est toujours à l'heure où je tourne cette vidéo, portée disparue. Son père et sa mère sont décédés, sans pouvoir savoir la vérité sur la disparition de leur fille. Née le 5 mai 1975 à Pasadena au Texas, Regina K. Walters décide à l'âge de 14 ans de fuir sa vie de Texane avec son petit ami Ricky Jones, âgé de 18 ans, pour le Mexique. C'est en février 1990 que l'aventure vers le Mexique se prépare, ils prirent leur backpack et commencent à faire de l'autostop. Un camionneur qui avait l'air sympathique les embarque pour les amener à leur destination. Et là vous me voyez arriver, le problème c'est que cet homme qui avait l'air bien sympa n'est d'autre que Robert Ben Rhodes, également connu sous le nom de Truck Stop Killer. Robert avait transformé une partie de son camion en une chambre de torture mobile pour pouvoir torturer ses victimes. Ce donjon mobile, Robert l'avait équipé de menottes suspendues au plafond, ce qui lui permettait d'abuser librement de ses victimes lors de ses arrêts sur les autoroutes américaines. Ricky s'est fait rapidement tuer devant les yeux de Regina afin que Robert puisse l'enlever et abuser d'elle à sa guise. Elle endurera des semaines de torture, cachée à l'abri des regards à l'arrière de son camion. Et là, l'histoire est vraiment horrible. Il emmènera la jeune fille dans une grange abandonnée, lui fera une coupe de cheveux à la garçonne, la torturera une dernière fois avec des hameçons et d'autres instruments. Et prit ses photos montrant la terreur de Regina quelques instants avant de la tuer, avec un fil de fer qui mettra autour de son cou pour en faire un garrot. Robert avait une façon bien spéciale de signer ses meurtres et Regina n'y échappe pas non plus, donc on va éviter les strikes, je vous laisse la source dans la description si vous voulez savoir comment. En même temps c'était une gamine de 14 ans, donc j'ai vraiment pas envie de le dire. Quand on pense que ces deux enfants sont partis de chez eux pour tout recommencer,
mais ils ne savaient pas que c'était leur calvaire qui allait commencer. On aurait pu aller beaucoup plus loin sur cette dernière histoire, mais la partie sur Regina était courte et on se serait intéressé plus aux tueurs qu'aux victimes. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça prouve aussi que le travail n'est pas fait pour rien. Un petit like, ça donne du courage pour en faire d'autres. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à bientôt.